Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Tu voulais filmer avec moi? Il ressemble à rien parce qu'on est en train de le tondre complètement. 2 fois par an, on lui fait une tonte complète parce que en fait, il a des bourres de poils. Et là, on n'a pas terminé, donc il ressemble seulement à rien. C'est normal. Bref, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Du coup, je vous ai laissé sur la fin de Queen of Scots puisque j'ai terminé et adoré ce 2e volume. C'est ce que j'ai fini, je crois, dans le week-end, donc il me semble que je vous en ai parlé. En tout cas, c'est une duologie que j'ai adorée qui se passe en Écosse de nos jours. Je ne vais pas vous refaire un résumé, mais le tome 1 s'appelle King of Scots et est disponible aussi en poche. Du coup, j'ai attaqué un polar. Du coup, Transylvania de Nicolas Beuglet aux éditions XO. C'est le dernier roman de Nicolas Beuglet, du coup plutôt polar. Ça se passe du coup en Roumanie, dans le château prétendument de Dracula, où une jeune femme qui s'appelle Mina Dragan, je sais plus comment, Mina quelque chose, va enquêter, et c'est sa première enquête en tant que, comment il l'appelle, inspectrice, voilà. Donc elle doit vraiment faire ses preuves pour obtenir le poste sur le long terme. Sauf que évidemment les éléments sont un peu contre elle puisqu'il y a la neige, elle doit arriver dans ce manoir qui est complètement glauque et ça me fait vraiment penser au début le passage où elle doit arriver au manoir, enfin au château. Ça me fait penser à, je sais pas si vous voyez La Belle et la Bête, le dessin animé Disney, où en fait Belle doit arriver au château pour aller chercher son père et s'échanger contre son père dans le château. Et en fait elle va passer donc avec son cheval dans la forêt, et les éléments sont contre elle et la forêt fait peur et il neige et il fait froid et elle trébuche dans la neige et il y a des loups et voilà. En fait c'est ça m'a vraiment fait penser directement à le premier passage en fait de ce roman et j'étais tout de suite du coup dans l'enquête et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai pas terminé, il me reste 120 pages à peu près. Je sais pas si j'aurai la chance de les terminer ce soir, mais je me régale. Ici, il y a une thématique que je ne vais pas vous dévoiler parce que moi, je n'étais pas au courant. Alors, moi, j'avais pas lu le résumé en plus. Et vraiment, j'adore la thématique. Je la trouve très maligne et comme Nicolas Beuglet sait très bien le faire, ça nous pose une vraie question de société. Ce petit bémol, c'est que en fait, je me suis rendu compte que cet auteur avait exactement le même schéma dans tous ses romans, à savoir une enquêtrice femme plutôt badass, un peu mystérieuse, qui a des casseroles, qui est très presque froide et indifférente et qui lâchera rien dans tous ses polars. Donc c'est le 7e que je lis de Nicolas Beuglet. Et on va avoir donc un méchant ou une méchante qui va mettre en scène des choses un peu waouh, plutôt exagérées en termes de finances, de dépenses, parce que c'est toujours des trucs très waouh. Et en même temps, ce méchant ou cette méchante vont plaider une cause qui a un lien avec notre société actuelle, qui est pas si déconnant que ça. Et en fait, dans les 2 premières trilogies de Nicolas Beuglet, c'était clairement ça. Et puis dans son one-shot, L'Ultime Avertissement, c'était aussi ça. Et là, c'est aussi ça. Alors chaque fois, les thématiques changent, les décors changent. C'est toujours haletant, c'est toujours hyper intéressant. Les questions de société, moi j'adore ça, je trouve que c'est très pertinent. Mais en fait, c'est là où je me rends compte qu'il ne faut pas que je lise plusieurs Nicolas Beuglet à la suite. Parce que c'est trop la même chose. Si vous lisez 2 en 3 mois comme je l'ai fait, j'aurais pas dû parce que franchement je trouve que c'est la même chose et que du coup c'est pas que je suis pas surprise parce qu'en réalité je suis surprise et je m'attendais pas du tout à cette thématique. Je connais pas le personnage principal, c'est pas une suite et autres, mais en fait c'est la recette secrète de Nicolas Beuglet qui est toujours la même, qui fonctionne. Mais voilà, je sais pas s'il arrivera à sortir de ce schéma-là. Donc après, moi j'adore l'auteur et j'adore cette lecture. Je regrette pas du tout, hein, et c'est pas du tout un point négatif, mais juste c'est un point de réflexion où je me suis dit, mais en réalité, c'est logique ce qui est en train de se passer parce que Nicolas Beuglet fait ce schéma-là à chaque roman.
Voilà, alors celui-ci je l'aime particulièrement parce que la thématique abordée je l'aime beaucoup, mais je vous laisse le découvrir. En tout cas il est sorti là en septembre je crois, donc pour cette année il n'est pas encore disponible en poche. Les autres sont disponibles chez Pocket si vous aimez Nicolas Beuglet. Voilà, donc c'est ma lecture en cours, je vais essayer de l'avancer et de le terminer. Je suis toujours dans ma lecture du roman maudit, le thriller de l'Avent de Franck Tillet, mais en réalité je lis 3 jours par 3 jours. Je lis pas un jour après l'autre, un chapitre après l'autre, je lis 3 par 3. Donc voilà, j'avance doucement aussi. Et puis hier, finalement, j'ai dû me rendre en Italie pour le travail. Toute seule, j'ai fait un aller-retour. Et en fait, du coup, j'ai été en voiture, ce qui fait que j'ai commencé un nouveau livre audio. Alors, j'ai toujours La cuisinière des Kennedy en tête, mais j'avoue que comme j'ai dû partir très tôt le matin, j'avais pas envie d'un truc lourd. J'avais envie d'une écoute légère qui ne m'endormirait pas non plus. Du coup, j'ai commencé un autre livre et j'ai commencé Le mystère de Noël de Tante Dimithy, enfin Tante Dimithy et le mystère de Noël, c'est le tome 4 de la saga des Tantes Dimithy de Nancy Atherton qui sort chez Verso. Vous savez que cet automne j'ai rattrapé mon retard en lisant le 2 et 3, enfin en écoutant pardon le 2 et 3 et là du coup c'est le 4. C'est la même lectrice, donc la même actrice qui lit les livres, ce qui est hyper agréable parce que je me suis habituée à la voix de la lectrice qui représente eh bien, Laurie Shepherd, qui est la nièce prétendue de Tante Dimithy. Tante Dimithy, dans le tome 1, n'existe plus, elle est décédée et elle lui aurait légué un cottage rempli de mystères dans la campagne anglaise où elle va se rendre après avoir quitté sa vie à Boston, aux États-Unis. Elle va y rencontrer des nouveaux personnages, notamment des voisins, des habitants de village, le notaire qui doit gérer la transaction de l'héritage. Et voilà, ça va s'en suivre plusieurs histoires et Laurie va avancer dans sa vie aussi en tant que femme. Donc le temps passe entre les tomes. Voilà, et donc j'aime toujours autant. Par contre, c'est un cozy mystery qui n'est pas sanglant. Il n'y a pas de cadavre dans chaque tome. C'est très très cosy pour le coup, très bucolique, très anglais, on boit du thé, on traverse Londres. Et dans ce tome-là, eh bien, ça se passe pendant les fêtes de Noël et Laurie va découvrir un sans-abri devant sa porte et elle va lui venir en aide, sauf que ça va la mener sur un grand mystère et elle va se mettre à enquêter avec d'autres personnages et tout ça autour des fêtes de Noël. Donc on va aussi avoir tout ce qui va être charité chrétienne, etc. etc. Donc c'est hyper mignon et pour le coup bah, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai dépassé la moitié, je sais pas exactement mais je crois que je suis au chapitre 13 ou 14, voilà, donc bon. C'est à peu près là quoi. Donc je continue mon écoute audio de Tante Dimithy et je passe un très bon moment. Aujourd'hui j'ai été gâtée puisque dans ma boîte aux lettres j'avais 3 paquets, donc je vais les ouvrir avec vous. Tout d'abord j'ai reçu une jolie enveloppe rose qui me vient de la part de Léa Book Edict, donc je suppose que ce sont des marque-pages, peut-être de la collection de Noël, qui irait parfaitement avec mes lectures du moment. Il semblerait que ce soit le cas, on a un petit papier trop mignon, et le petit sticker, ce cœur est trop chou. Et donc, de quoi s'agit-il? J'ai pas envie de tout casser, mais je vais devoir tout casser. Ah non. Oh! Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop chou. Donc, ce sont des... vous l'avez dans quel sens? Comme ça. Ce sont des illustrations de type maison alsacienne. C'est beau. Ou hollandaise, un peu à la Amsterdam. C'est trop chou! Alors, ça fait pas spécialement Noël, du coup c'est pas plus mal parce que c'est un peu intemporel. La qualité du papier est toujours vraiment cool. Celui-là est trop mignon aussi, petite maison. C'est vraiment choupinou. J'adore. Bon, bah, du coup, en termes de colorimétrie, ça match aussi avec ma lecture de Tante Dimithy. Donc je vais mettre de suite un marque-page un petit peu avant. Voilà. Un marque-page dans ma lecture. Merci beaucoup Léa, ils sont vraiment trop mignons, j'adore. Trop trop beau. Toujours un plaisir de recevoir ces marque-pages et je vous invite à regarder sa boutique. Vous avez le lien dans ma barre d'infos. Il s'agit de Léa Book Edict et elle fait toujours des choses toutes mignonnes. Le deuxième paquet me vient des éditions Verso, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais j'adore Verso, donc je suis forcément contente de recevoir un livre de chez Verso. Je suis beaucoup trop contente.
Donc c'est un livre que j'ai demandé, j'en demande pas beaucoup, mais vraiment j'ai craqué quand je l'ai vu passer sur les réseaux et c'est une romance de Noël. Étonnant Estelle, étonnant. Mais dedans il y a des surprises. Dans le papier. Qu'est-ce que c'est? Bon bref, je vais vous montrer. Il s'agit de Love Light Farm de B.K. Borinson, la série Love Light. Donc je l'ai vu passer partout, le jaspage est magnifique. Il est trop beau. C'est ton... Ah mais ça matcherait trop bien avec mon marque-page turquoise rose là, de Léa. Génial. Alors de quoi ça parle? Propriétaire de ferme de Noël en détresse cherche faux petit ami disponible immédiatement. Une parcelle remplie d'arbres morts, une famille de ratons laveurs qui a pris l'assaut de la grange du Père Noël, des livraisons mystérieusement disparues. Love Light Farm est loin d'être le pays des merveilles hivernales dont Stella Bloom rêvait. Pour sauver sa ferme de sapins de Noël, Stella participe au concours Instagram organisé par la célèbre influenceuse Evelyn St. James. Avec la couverture médiatique générée et les 100 000 $ à la clé, elle pourrait bien tirer son entreprise de ses ennuis financiers. Un seul problème, pour Love Light Farm, paraissent être la destination romantique des fêtes. Stella a indiqué dans son dossier qu'elle co-dirige l'endroit avec son petit ami, sauf que le petit ami en question n'existe pas. C'est là qu'intervient Lucas Peters, son meilleur ami. Il était juste venu boire un chocolat chaud et voilà qu'il se retrouve avec une ferme et une petite amie officielle. Le premier tome hiver de la série best-seller Love Light. Ah, donc c'est un tome 1. Ah, mais c'est beau! Il y a des illustrations dedans. C'est trop beau. Je sais pas qui est l'illustrateur. Ah, c'est trop joli. Love Light Farm. Design et illustration, Sam Pellincia. Je sais pas. Je connais pas. J'ai trop hâte, j'en ai trop entendu parler et en plus il est en tête de gondole dans les librairies, ça fait vraiment un carton donc je pense que c'est plutôt pertinent. Je suis une grande fan des romances de Noël, qu'elles soient sur Netflix ou en papier, à la télé, peu importe, même vos histoires personnelles, je suis une grande fan des romances de Noël donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Du coup après ça, normalement je passe à une romance de Noël, normalement je suis pas censée lire celle-là mais on verra bien. En tout cas, je le mets en haut de ma pile. Je remercie beaucoup Verso. En plus, il y a un petit marque-page qui va avec. Même s'il y a le marque-page officiel. Il y a écrit quoi? Vivez les 4 saisons de l'amour à Love Light Farm. En même temps, l'illustration est chou. Bon, je vais laisser le marque-page dedans. Trop mignon. Et alors, dedans, qu'est-ce qu'on avait? On avait une enveloppe et une surprise. Ah! Mais c'est l'illustration! Ah, c'est trop beau. Love Light Farm. Donc, on a l'illustration en papier un peu canson, là, épais. C'est beau. Alors moi, j'ai pas une production de sapin, j'ai une production d'eucalyptus. Ça marche aussi ou pas? C'est trop beau. Trop contente. C'est un trop mignon paquet. Merci beaucoup, Verso. Et alors dedans, je crois que c'est une chaufferette. Mais du coup, il y a une petite étoile comme ça. Avec une bille, là. Enfin, comment on appelle ça? Un petit galet, là. Donc je suppose que c'est une chaufferette. Trop mignon. En plus, on a une étoile. C'est trop chou. Merci Verso. C'est trop mignon. J'adore. Un autre gros paquet. Il semblerait qu'il y ait 2 livres à l'intérieur. Donc, c'est parti. Oh oui, ok. Du coup, cet autre paquet me vient des éditions La Martinière et donc c'est les 2 dernières sorties de Ragnar Jonasson. Alors donc celui-ci, en fait, j'étais censée le recevoir et je l'avais jamais reçu, c'est manifestement perdu ou alors on m'a oublié. Un calme blanc, du coup c'est son avant-dernier, la nouvelle trilogie islandaise Événement de Ragnar Jonasson. Vous savez que j'adore cet auteur, il est vraiment, j'aime trop, j'en ai là-bas, bon on le voit plus avec mon fauteuil mais j'en ai déjà lu 5 ou 6 et j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci c'est Nota, c'est l'enquête inédite d'Aritor. Du coup c'est un enquêteur qu'on suivait déjà, son premier c'est Snorre je crois. Il y a 10 ans, les lecteurs découvrirent Ragnar Jonasson avec Snorre, son premier roman publié en France, paraît aujourd'hui dans la première fois dans l'enquête qui précède les enquêtes de Siglufjordur, la série policière islandaise au succès international. Voilà, donc moi j'avais adoré Snorre, du coup je suis trop contente. En plus, bah, du coup la version est collector avec un jaspage en arbac, trop beau. Je suis
trop contente. Donc là, il y a Nota et Snor dedans. Donc c'est un préquel, de ce que je comprends, de la saga. Qu'est-il arrivé au père d'Aritor avec Nota, l'enquêteur de Siglufjordur, le village le plus au nord de l'Islande, remonte enfin aux origines. Voilà, donc Nota, c'est un préquel de Snor, donc ce qui se passe avant dans l'histoire. Et là, de ce que je comprends, il y avait deux ouvrages dedans. Donc Snor, moi je l'ai déjà lu, donc cette partie-là je l'ai déjà lu, et en fait c'est Nota qui m'intéresse, c'est le préquel. Voilà, et celui-ci, alors du coup, Un calme blanc, il est sorti je crois au printemps. Une star du polar qui disparaît, un enquêteur passionné de littérature, une affaire où la fiction pourrait bien dépasser la réalité. J'adore. Un soir d'hiver en Islande, la célèbre romancière Elin S. Jónsdóttir s'évapore sans un mot. Pas de corps, pas d'indice, aucun signe de lutte. Est-ce une fugue, un enlèvement ou un crime soigneusement dissimulé? L'inspecteur Helgi comprend vite que pour retrouver Elin, il devra percer son univers. Derrière l'image parfaite de la reine du crime se dessine bientôt une autre vérité, mais la propre histoire de Helgi le rattrape bientôt. J'aime trop! En plus du sous, Ragnar Jonasson est notamment un traducteur des œuvres de Agatha Christie, donc il est passionné par Agatha Christie, donc souvent il y a des petits clins d'œil ou des schémas qu'on retrouve et bref, je suis trop contente. Donc merci beaucoup à La Martinière, merci beaucoup à Verso et merci beaucoup à Léa pour l'envoi de ces multiples surprises du coup qui ravissent mon Noël. Voilà. Bon bref, vous voyez qu'il fait déjà très nuit chez moi, je vais aller au sport et ensuite je reprends ma lecture de Transylvania et j'espère pouvoir découvrir la fin très vite et vous en parler. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et regardez-moi ces chats qui ont une activité très intense en ce jeudi. Bref, je me suis rendu compte qu'il était temps que je range ma bibliothèque parce que là ça devient critique. Je n'ai pas rangé mes livres lus depuis 3 mois je pense, ou plus même. Du coup en fait je les empile là, ils sont tous lus. Et il faut absolument que je les range dans ma bibliothèque. Donc je pense que je vais vous faire un accéléré et que je vais ranger ces livres. Voilà, j'ai officiellement re-rangé ma bibliothèque, enfin du moins les livres que j'ai lus. Donc ça a dégagé un petit peu l'autre qui est là où je stocke, c'est ma palle grand format. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Et du coup, je viens un petit peu prendre 5 minutes pour vous parler de mes lectures parce que j'ai terminé le Nicolas Beuglet. Vous l'avez vu peut-être? Je pense pas. Vous l'avez vu, il est rangé ici. Transylvania. Je l'ai terminé et du coup il faut que je vous en parle. Du coup je prends 5 minutes tant qu'il fait encore jour pour vous parler de mes lectures. J'ai donc terminé Transylvania de Nicolas Beuglet et j'ai adoré cette lecture. Du coup je vous disais hier ou avant-hier, je sais plus, que j'étais pas mitigée, mais disons que je trouvais dommage que le schéma
Nicolas Beuglet soit répétitif dans chacun de ses romans avec la même recette qui pour le coup fonctionne mais voilà est un peu la même. Alors je dis pas que ça change au fil du roman parce que pour le coup c'est un petit peu toujours la même chose. Néanmoins le sujet abordé ici je pense est un de mes préférés de tous les Nicolas Beuglet. Il est très actuel, il me parle beaucoup donc, et il y a une grosse prise de conscience donc franchement je l'ai trouvé génial. Je peux pas vraiment vous révéler parce que en réalité c'est trop spoilant, mais si je peux vous dire, c'est que ça fait référence à nos enfances, à notre enfance à nous adultes, de des années 2000, on va dire. Voilà, ceux qui ont été biberonnés au Disney, comme je vous le disais, cette ambiance un peu féerique, conte pour enfants, etc. Voilà, ça vous parlera. Si vous êtes aussi un petit peu amateur de lecture, parce que normalement vous regardez cette chaîne, ça vous parlera aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé le sujet, j'ai beaucoup aimé le personnage principal, mais la fin nous laisse sur notre faim. La dernière page, c'est un tatatam. Et t'as pas la suite parce que y a un tome 2 qui va arriver. Et donc du coup, eh ben, on est un peu frustrés, voilà, sur cette fin. Mais voilà, ça annonce que la suite va être tout aussi explosive et tout aussi géniale, en tout cas j'espère. Donc j'attends la suite avec impatience, Nicolas. Merci de nous écrire la suite très vite. Voilà, c'était une très bonne lecture. Encore une fois, jamais vraiment déçue par Nicolas Beuglet. C'est donc... avec joie que je vous dis que je suis à jour dans mes lectures de Nicolas Beuglet. J'ai tout lu de l'auteur, ou presque, parce que j'ai découvert, je vous l'ai dit je crois dans le précédent carnet de bord, qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Le Premier Crâne chez Michel Lafon en 2011 sous le pseudonyme Nicolas Sker. Je ne l'ai pas lu celui-ci, mais autrement sous le pseudonyme Nicolas Beuglet, j'aurais tout lu. Voilà, du coup la transition c'est que je me suis mise à lire une romance de Noël. Il faisait partie de ma sélection de Noël de décembre, comme je vous avais fait dans un ou deux carnets de bord. J'avais essayé de faire une petite pile à lire de lectures que je souhaitais lire pour décembre. J'avais mis Transylvania dedans et du coup j'ai mis aussi le Emily Blaine de Neige et de Tartan. C'est une romance à la sauce écossaise comme je les adore. Je l'ai acheté à Brive parce qu'il y avait l'autrice qui était présente et je le lis en lecture commune avec Angie, Madame Chachali, puisque nous l'avons acheté ensemble à Brive. Donc c'était tout désigné. Et comme vous pouvez l'apercevoir, je le dévore. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans une romance de Noël à l'écossaise. Il y a évidemment un écossais bourru, froid, énigmatique et mystérieux, terriblement sexy. On va avoir un château à sauver, on va avoir du whisky à gogo, on va avoir des fêtes de Noël qui approchent et on va surtout avoir une jeune femme qui appartient au passé de la famille Macrae et qui revient pour les aider à sauver tout ça. Voilà, et on a 3 frères en plein milieu. C'est juste génial, en tout cas c'est tout ce que j'aime dans ma recette de la romance écossaise doudou de Noël. Et Emily Blaine a encore vraiment cette faculté de me faire rire aussi, de me plonger dans l'ambiance écossaise, même si je pense que si on enlève les mots whisky et tartan, ça pourrait se passer dans n'importe quel château irlandais, anglais, nordique, voilà, ça pourrait se passer un peu n'importe où, mais on a ici juste ce qu'il faut pour nous mettre vraiment dans l'ambiance Écosse. Je me régale, voilà, c'est ma lecture en cours. Et puis à l'audio, j'ai aussi vraiment beaucoup avancé sur la lecture de Tante Dimitri. Je ne sais pas exactement où j'en suis, j'avoue que j'ai pas bougé mon marque-page que j'ai perdu, mais je suis vraiment à la fin. Il me reste pas grand-chose, en réalité peut-être une 50aine de pages. Ça correspond peut-être à 1 heure d'écoute, donc je vais vraiment le terminer demain, parce que demain je dois encore faire un aller-retour en Italie en voiture, donc j'ai pour moi minimum 2 ou 3 heures de voiture. Toute seule, donc du coup je vais pouvoir le terminer, ça c'est trop bien. Et puis je pense sincèrement, donc là c'est le tome 4, que c'est mon préféré des 4 tomes de Tante Dimitri. Je trouve que celui-ci est plus profond en termes de sujet et il est moins léger que les autres. Je le trouve plus profond, plus ancré dans le réel, et il y a toute cette partie charité de Noël, l'entraide, la prise de conscience,
le rassemblement des gens à Noël et en même temps la solitude des gens à Noël, l'entraide, la quête de vérité. Et c'est vraiment des sujets plus profonds, je trouve. Dans ce tome 4, on a beaucoup moins la présence de Tante Dimity, qui rôde toujours dans les parages de chaque roman, puisque elle est décédée, mais on va dire qu'elle est encore un petit peu là. Elle est beaucoup moins présente dans ce tome que par exemple dans le précédent. Et notamment dans le tome 3 qui était beaucoup plus enfantin, plus léger, plus... ouais, enfantin. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus sérieux et j'aime trop ce tome. C'est mon préféré pour le coup des 4. Voilà, donc je passe un très bon moment d'écoute. Je ne sais pas si après ça, je reprendrai La cuisinière des Kennedy. Je pense qu'il y a de grandes chances puisque j'ai bien envie de reprendre maintenant. En tout cas, voilà, celui-ci il faisait aussi partie de ma pile de Noël. Donc en soi, dans ma pile de Noël, il reste plus grand chose. Il reste une comédie de Noël du coup que j'ai acheté il y a pas longtemps sur les cow-boys. Ça peut être pas mal aussi. Il y a le livre de Sarah, donc des éditions Hurlevent. Mais ça, je peux le lire après Noël parce que c'est un livre d'hiver, pas de Noël spécialement. Voilà. Ah oui, il y a aussi le Jenny Colgan Minuit à la charmante librairie qui pourrait être pas mal. Mais ça peut être pas mal à l'audio aussi parce que j'aime bien les Jenny Colgan à l'audio. Donc on verra bien. Sinon, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. J'ai un colis à ouvrir avec vous. Donc je vais aller m'installer et j'arrive. Je sais pas si ce sera assez lumineux. Mes cheveux font clairement leur vie en ce moment. J'ai reçu un très gros paquet qui me vient de Casterman. Je crois savoir ce que c'est parce que j'avais reçu une proposition il y a peu. Et donc, je pense que c'est ça. Bonne réception Estelle, Thelma des éditions Casterman. Merci beaucoup. C'est effectivement ce que je pensais que c'était. Mais je sais pas trop. C'est un genre de calendrier de l'Avent. Très bizarre. Alors, il s'agit effectivement de la bande dessinée. Ou roman illustré? Non, bande dessinée. Du livre Kilomètre Zéro de Anouka, de Maud Anouka. Je sais pas pourquoi j'appelle Anouk. J'ai tellement entendu parler de ce livre, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée pourtant que ça va me plaire. Je pense encore une fois que je suis passée un peu à côté de la hype au moment de sa sortie et que j'avais peur d'être déçue. Parce que pour le coup, moi j'aime bien les romans de développement personnel, etc. Et quand Casterman m'a proposé de le recevoir en BD, je trouvais que c'était tellement une bonne idée. Voilà, donc il s'agit du Chemin du Bonheur, Kilomètre Zéro, enfin en bande dessinée, le roman qui a transformé la vie de plus de 2 millions de lecteurs. Waouh! J'espère qu'il transformera la mienne aussi. Ça parle de Maëlle, qui est célibataire et brillante directrice financière d'une start-up en pleine expansion, qui ne vit que pour son travail. Quand sa meilleure amie lui demande un service qu'elle ne peut refuser, son quotidien bascule et contre toute attente, elle part pour le Népal, en quête d'une mystérieuse méthode de guérison. L'ascension des Annapurnas sera le début d'un voyage initiatique qui s'avérera riche d'enseignements, de rencontres marquantes et bouleversera en profondeur la vie de Maëlle. Voilà, donc j'ai vraiment très envie de découvrir ça. Je trouve que le fait que ça soit en bande dessinée soit très bien. Je sais pas trop comment vous montrer les choses en termes de dessin sans vous dévoiler et vous spoiler l'histoire, ni me la spoiler aussi. Il y a pas mal de couleurs, pas tant de texte, donc je pense que ça se lit très bien, ça se dévore. J'aime beaucoup l'illustration de base. Je suis pas sûre que ça soit la même que sur la couverture du livre. Et donc dans le paquet, j'ai quelque chose là qui est très surprenant. J'ai l'impression, je pensais que c'était un calendrier de l'Avent. Enfin, un calendrier tout court, mais de l'Avent. Et c'est très fin. Je ne sais pas, c'est peut-être des petits mantras. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des cases. Avec ce calendrier de l'Avent, mode Anouka. Akawa, pardon. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais Anouk, excusez-moi, mais mode Ankawa. Et Mathilde Ducrest, qui est l'illustratrice, vous invite chaque jour à découvrir une inspiration à mettre en parallèle avec la lecture du roman graphique Kilomètre Zéro. Chaque inspiration pourra être détachée et conservée pour commencer la nouvelle année. Une fois toutes les cases ouvertes, découvrez une illustration inédite à l'intérieur du calendrier à encadrer ou à offrir. Oh, c'est génial, c'est trop bien comme idée. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une case ensemble? Ah non, je vais prendre l'illustration en photo, peut-être pour la maison d'édition. C'est trop bien, trop sympa, j'ai trop envie de le lire. Je me demande si je vais pas le lire ce soir. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça a changé ma vie. J'ai trop envie de le lire. Merci beaucoup, Casterman. Ce paquet est sublime. Et ça, je trouve que c'est d'une originalité folle.
Et j'adore quand c'est original en termes de marketing. Donc je salue toujours leur travail. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi le mettre sur votre wishlist de Noël ou l'offrir à Noël. Dans tous les cas, je trouve que ça c'est un bon cadeau. D'ailleurs, je vais vous poser la question sur YouTube en commentaire. Est-ce que vous offrez des livres à Noël? Je sais que c'est toujours un peu délicat. Alors, si vos amis, votre famille sont des lecteurs, lectrices, soit, mais quand ce ne sont pas des lecteurs et des lectrices, et vous savez pourtant que le sujet pourrait leur plaire, est-ce que vous offrez quand même des livres à Noël? C'est une bonne question. Bon, n'hésitez pas à me dire. Moi, je sais pas. Parfois, oui, je suis inspirée, parfois non. Mais souvent, j'ose pas. Parce que je me dis, non, mais en fait, cette personne, elle va croire que je suis complètement obsédée par la lecture et que je sors jamais de mon cercle et je suis pas censée lui faire plaisir. Alors parfois, je sais que le sujet peut lui plaire et que ça peut être pour telle ou telle personne ou telle situation. Mais j'ose pas. Voilà. Donc dites-moi en commentaire. Bref, je vous laisse ici pour le moment. Je sais pas si je conclue tout de suite. Je vais regarder mes rushs et je vous retrouve plus tard. Avant de conclure ce carnet de bord, j'ai reçu un dernier paquet. J'avais pas été à la boîte aux lettres encore aujourd'hui. Du coup, j'ai reçu un gros colis qui me vient de la part des éditions Presse de la Cité. Donc, je vais l'ouvrir avec vous et après, je vous laisserai là pour ce carnet de bord. C'est vraiment un colis super lourd, donc je sais pas du tout. Pour le coup, je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas échangé avec les éditions Presse de la Cité depuis un moment. On verra. Je retire ce que j'ai dit. Il m'avait annoncé, mais je savais pas que c'était Presse de la Cité. Comment vous dire que ils viennent de m'envoyer le collector de Jane Austen illustré dans un coffret de Noël sublimissime. C'est donc Omnibus. Il y a Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés et Northanger Abbey, 3 chefs-d'œuvre illustrés dans un coffret magnifique, Omnibus. Je savais pas que c'était Presse de la Cité qui avait cette collection. Alors là, c'est le moment périlleux où il faut pas abîmer le livre. Yes. C'est trop beau. Je n'ai pas lu Northanger Abbey. J'ai lu évidemment Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, et j'ai lu Persuasion aussi de Jane Austen, et c'est tout. J'ai lu que ces trois-là. Je n'ai pas lu Emma et je n'ai pas lu Northanger Abbey. Je sais que j'ai Emma dans ma palle. Je crois pas que j'ai Northanger Abbey. Il pèse une blinde. Regardez comme c'est beau avec le sapin. Alors, voilà comment ça se présente. Parce que c'est illustré. C'est trop beau. Oh là là. Donc avec des illustrations comme ça. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, mais... C'est trop beau. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est tellement énorme et tellement lourd que vous pouvez le poser comme faire une étude théologique quoi, sur la table. Vous voyez, on peut faire une étude théologique. Donc là, c'est Orgueil et Préjugés. Donc, je sais pas comment... Alors, premier, c'est Raison et Sentiment. Là, on est à Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés. Et ok, là, c'est Northanger Abbey. À partir de là... Voilà, donc potentiellement... Si, je n'ai pas lu. Northanger Abbey, première édition, 1818. Avertissement de l'auteur au lecteur de Northanger Abbey. Ce petit livre fut achevé en 1803 et devrait être publié cette même année. Je le déposai chez un éditeur qui, en annonçant la publication, et je ne suis jamais arrivée à savoir pourquoi l'affaire en resta là. Il semble tout à fait extraordinaire qu'un éditeur l'ait jugé digne d'être acheté, mais indigne d'être publié. Cela ne peut cependant toucher le lecteur ou l'auteur que dans la mesure où certains aspects du roman sont devenus, il faut le remarquer, quelque peu désuets. Le public ne devra donc pas perdre de vue que j'ai terminé ce roman voici 13 ans, que je l'ai commencé il y a bien longtemps encore, et que, à des endroits, les usages, la littérature et les mentalités ont depuis considérablement changé. Donc, c'est ce qu'a écrit Jane en 1816. Ah là là! Trop hâte. Je sais pas si je vais le lire sous cette forme, mais j'ai bien envie de lire Northanger Abbey. Du coup, potentiellement, il est pas très long, il fait 250 pages, enfin même pas 230 pages version de ce livre.
Trop beau. En tout cas, il est très beau ce coffret. Merci beaucoup Omnibus et Presse de la Cité. Je ne sais pas le prix. Si, le prix est de 49 € si jamais c'est quelque chose que vous pourriez offrir à Noël. C'est un beau bébé, vraiment magnifique à glisser sous le sapin. Il va trôner dans ma bibliothèque, dans mon étagère spéciale Jane Austen pour sûr, parce que je l'aime trop. Et voilà, et peut-être programmer une lecture de Northanger Abbey. Un de ces quatre, ça serait vraiment pas mal. Voilà, bah du coup je vais vous laisser ici pour ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao!